Super. Effectivement, ensemble, on va plonger dans le cœur du code source en fait, de nos frameworks préférés. Donc je parle bien sûr de React, Angular, Vue, Svelte, Solid, etc. Pour comprendre un petit peu comment marche leur réactivité. Donc effectivement, je m'appelle Sylvain Dedieu, je travaille chez Criteo. Je ne sais pas si des gens connaissent Criteo par main levée. Ouais, super. Donc on est dans le domaine de l'advertising, donc la publicité. Et moi, alors dans Criteo, moi je travaille dans le pôle qui s'appelle plateforme, dont le rôle c'est de fournir des outils aux équipes de développeurs pour qu'ils n'aient qu'à implémenter du business. Et en fait, dans ce pôle plateforme, moi je fais partie de l'équipe qui s'appelle UI Foundation. Et en fait, on est en charge du CDS, donc le Angular Material Criteo, quoi, grosso modo. Et aussi du shell, parce qu'on travaille en micro-front-end. Donc on travaille sur le shell applicatif et les outils qui permettent de lancer, de bootstrapper des applications en micro-front-end. Comme on est aussi pas trop mauvais en front, on intervient ponctuellement sur des équipes pour des petits développements de 2 semaines en front-end. Ça, c'est moi. Alors, pourquoi ce talk? En fait, ce talk, c'est parce qu'il y a un peu plus de 2 ans, je voyais sur mon Twitter des choses un petit peu comme ça, avec Rich Harris, donc c'est celui qui a fait Svelte, qui commençait à mettre un tweet en comparant les différents frameworks, en disant ouais, ben alors React, on redessine le monde, Vue, on wrap nos données dans des accesseurs, Angular, on ne sait pas comment ça marche. Et en fait, derrière, bah forcément, ça se bat. Donc il y a Evan You, qui est celui qui a fait Vue, qui dit ouais, mais tu triches avec ton machin là, tu fais un Svelte script, tu fais plus du JavaScript. Et du coup, on a Ryan qui a fait Solid, qui disait ouais, mais en plus React c'est même pas réactive, etc. Donc tout le monde disait des vérités un petit peu sur Twitter comme ça, même Tintin. Voilà, je vous ai bien réveillé, c'est cool. Tac. Et moi, en fait, j'étais un peu comme le petit pingouin en bas. Dire, mais de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas. Et quand je comprends pas quelque chose, mon idée, c'est d'en faire un talk. En fait, c'est de dire, bah, dans 2 ans, 10 ans, si le sujet est très compliqué, je viendrai ici au DevFest Toulouse et je le présenterai. Donc, pour le présenter, il va falloir expliquer déjà qu'est-ce que c'est que le reactive programming. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi les frameworks front ont besoin de réactivité. On va comparer comment marche la réactivité dans les différents frameworks. Et on va faire un petit focus sur Angular, parce qu'Angular, ils sont en train de changer leur mécanique de réactivité interne. Par main levée, il y a combien de gens font du Angular? Cool. Donc comme ça, je prévois un peu de temps pour la dernière. À Clermont, ils faisaient tous du React, et du coup, la dernière partie, ils étaient là. Donc, qu'est-ce que le reactive programming? Donc le reactive programming, on est en 2051 et Paul Stowell, en fait, il dit qu'en 2051, on aura inventé un langage qui s'appelle le P#, peut-être un fan de C#, je ne sais pas, qui s'est dit, dans le P#, on aura le Destiny Operator. Destiny Operator, c'est l'espèce d'arrow function à l'envers, là. Et en fait, ce que dit le Destiny Operator, c'est que dans A, on met 10, dans B, on met A plus 1, et en fait, donc, si on fait A égale 20, on va directement avoir 21. Si vous faites du JavaScript, vous savez que ça, avec un égal, ça ne marche pas, d'accord? Ça nous donne 11. Et donc, on est dans le futur, en fait, avec ça. Sauf que, est-ce qu'on est vraiment dans le futur? Je vous lance une vidéo de quelque chose qui s'appelle Multiplan. Peut-être que vos parents, votre grand-mère l'utilisent sous une nouvelle forme, avec un nouveau design. Vos managers, peut-être vous faites de l'agilité avec ça, je ne sais pas. Et en fait, il faut savoir que, alors Multiplan, c'est la démo que vous voyez ici. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans la cellule 2.6, là, j'arrive à avoir le résultat du contenu des cellules 1.6 et 1.7 qui sont updatés automatiquement à chaque fois que je change leur valeur. Et ça, en fait, il faut savoir que les premiers à avoir fait ça, c'est Lampart. Donc là, ce que vous voyez, c'est du 1984. Mais Lampart, il l'avait fait en 1969. Donc on était réactif en 1969. Mais JavaScript ne l'est pas. Parce qu'en fait, si jamais vous faites ça,
Vous faites donc A0 égale 1, A1 égale 2, je fais l'addition des deux et je le mets dans un A2, ça fait 3, tant mieux, parce que sinon il y aura un problème. Mais je change à A0, et en fait j'ai toujours 3. Si jamais je veux avoir un update, une mise à jour de ma A2, il va falloir que j'encapsule l'opération qui met à jour A2 dans une fonction, et que j'appelle ça. Alors pourquoi les frameworks ont besoin de réactivité? Et bien en fait, si jamais on lance sa petite démo StackBlitz, hop là, je dois être rapide à exécuter ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un counter, j'ai une variable isEven qui me dit si mon counter est pair ou impair, et j'ai un titre aussi que j'ai mis dans une variable. Ce qui se passe en fait, c'est que bon, j'initialise ma vue avec les données de conférence counter isEven, et j'ai une fonction qui est appelée quand je vais cliquer sur le bouton d'incrémentation, qui va mettre à jour la valeur du counter, mettre à jour la valeur de isEven, et qui va les loguer dans la console. On clique, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Mais en fait, mon utilisateur ne le voit pas. J'ai updaté que ma partie modèle, pas ma partie vue. Si jamais je veux updater ma partie vue, en fait, vous voyez, c'est assez gros, en fait, le StackBlitz. Ouais, on va zoomer. Tac, voilà. Ce qu'il faut, en fait, c'est que j'arrive à remettre la partie où en fait on remplit les inner text de mes éléments. Il faut que je les intègre aux fonctions d'update. Et si jamais je fais ça, bah là pour le coup ça marche. Très bien, je sais faire du JavaScript, tant mieux. Mais voilà, là je me suis dit, ok, mais où est-ce que je les mets en fait, ces lignes-là qui permettent d'updater les valeurs de inner text? Est-ce que je les mets dans les fonctions là où je modifie la valeur? Comme ça c'est cohérent, c'est à côté, ça se fait juste après. Est-ce que je les mets tout au même endroit? En mode à un moment, je vais redessiner ma vue. J'ai différentes stratégies pour faire ça. Et c'est justement les questions que se posent les différents frameworks front qu'on connaît. On va commencer par le plus moderne de tous, AngularJS. Et donc en AngularJS, c'était une révolution quand c'est sorti, parce qu'en fait, on mettait des doubles moustaches là, dans l'HTML, et d'un seul coup, tout devenait tout se updater en temps réel sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Et en fait, pourquoi? Parce que mon AngularJS, en fait, il va regarder différentes choses. Il va regarder effectivement dans l'HTML où est-ce que j'ai ces fameuses moustaches autour de différentes variables. Et aussi dans le TypeScript, enfin le JavaScript, pardon, il va regarder dans les watch, qui sont aussi des endroits où on passe à chaque fois qu'une valeur est updatée. Et en fait, il va faire des abonnements là-dessus. Et quand une valeur va être changée, il va dire ah bah tiens, la valeur a changé, je te marque en dirty, en sale. Et je vais avoir un cycle de digestion le digest là, qui va permettre en fait de updater ma vue. Et donc c'est ce qu'on appelle le dirty checking. Ça marche comme ça, je pars du haut de mon DOM et en fait je parcours tous les nœuds vers le bas en disant bah, est-ce que tu es dirty? Oui, non, je te redessine si oui. Là on voit qu'en gris on a quelque chose de sale qui correspond au false de isEven. On va le mettre à true et puis après on poursuit l'arbre jusqu'en bas. Et ben maintenant comment marchent les différents frameworks? On a 3 façons de faire de la réactivité dans les frameworks front. On a la value-based. Et là, moi, je suis content de mon CV, mais il n'a rien à voir avec ce monsieur, là, Misko Every. C'est celui qui a fait AngularJS, qui a fait Angular et qui maintenant a fait Quick. Qui connaît Quick? Ouais. Il est bon, hein. Il est plutôt bon comme gars. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le value-based, c'est un système où en fait, on va mettre ce qui va représenter notre modèle, on va les mettre dans un state. Et en fait, on va comparer les valeurs de ce state avec une valeur avant-après, pour savoir un peu ce qui a changé. Et son explication, c'est que voilà, si on fait ça avec le value-based, il n'y a que le dirty checking qui permet, enfin, comme stratégie, qui permet justement de fonctionner avec ça.
en bas de chaque slide, il y a des liens qui sont beaucoup plus intéressants que moi. Je vous invite à récupérer les slides et à cliquer dessus. Parce que voilà, si jamais vous voulez en apprendre beaucoup plus sur la réactivité, les liens qui sont dans les slides sont extrêmement intéressants. Donc Angular. Angular fonctionne sur du value-based jusqu'à la version 17. Je ne sais pas combien qui va sortir bientôt. Donc, si on prend du code Angular, c'est bien parce que du coup il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai exactement le même modèle qu'avant. Ce qui se passe, c'est que, alors ce qui est intéressant, c'est que pour le EasyEven, j'ai utilisé ce qui s'appelle un pipe, quelque chose de spécifique un petit peu Angular, en fait, qui va me permettre d'éviter d'interroger régulièrement, beaucoup trop souvent, pour connaître la valeur du EasyEven qui est ici. Et au final, je vais l'interroger que quand j'en ai besoin. Et on va revenir plus tard à pourquoi justement j'aurais pas mis une fonction EasyEven qui a dans son body l'évaluation de EasyEven de counter, et pourquoi on est obligé de faire un pipe. Donc ça c'est Angular, très bien, ça marche. Et on va le compiler, et là, test d'ophtalmologie. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez, ligne 11, caractère 18 ? Non, c'est pas le but. Le but, c'est pas que vous essayiez de lire ça. Simplement, là, pour dire, quand on a passé mon code dans la moulinette, ça donne ça. Et en fait, effectivement, ligne 11, on a une fonction qui s'appelle template. Et en fait, dans ce corps de la fonction, on va avoir un bloc qui est dans un premier if où rf égale 1, okay, rf étant un paramètre du template, et un autre bloc qui est dans rf égale 2. Et en fait, dans le rf égale 2, on voit des ctx points et le nom de mes variables. Là, pour le coup, je les reconnais. Il y a conférence, il y a counter et machin. Donc, ok, c'est intéressant. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, on a une fonction qui nous retourne notre HTML, quoi, grosso modo, un peu façon JSX, quoi, sous le capot. Et en fait, quand on fait une change detection d'Angular, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va appeler une série de méthodes. Et en fait, on va appeler une dernière méthode qui s'appelle executeTemplate en lui passant un paramètre rf, qui est un enum qui peut être soit create, soit update, et le contexte qui est en fait le state, justement, là où on a nos modèles avec les nouvelles valeurs qui ont été mises à jour dedans. Et en fait, executeTemplate fait différentes choses, mais on voit que dans un try, ils appellent template function avec rf et contexte. Du coup, on reboucle sur la slide que vous avez vue juste avant. On appelle notre fonction template. Et en fait, là, ce coup-ci, vous avez bien vu que le premier bloc, c'était pour savoir si on était dans le create. Et le deuxième bloc, savoir si on était dans l'update. Et alors, qu'est-ce qui déclenche en fait ce change detection? Parce que là, du coup, on a vu ce qui se passait quand on lançait le change detection. Et qu'est-ce qui déclenche ça? En fait, c'est Zone.js. Zone.js, c'est un contexte d'exécution. C'est-à-dire que en JavaScript, si jamais vous faites ce code-là, hop, tout se passe dans le... Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dans le console du StackBlitz, il faut que j'aille ici pour l'avoir. Donc, j'appelle une fonction foo. Foo me fait une nouvelle promesse, et dans le zen de la promesse, j'appelle la fonction bar. La fonction bar, elle appelle throw_error qui throw une nouvelle erreur. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand je regarde ma stack de mon erreur, et en fait, j'ai bien bar, j'ai bien throw_error, enfin plutôt, il faut le lire dans l'autre sens, j'ai bien throw_error qui est juste au-dessus de mon truc, j'ai bien bar, mais j'ai pas foo. Pourquoi? Parce qu'en fait, en démarrant une promesse, ce que va faire le navigateur, c'est qu'il va en fait démarrer une nouvelle pile de call, d'asynchrone, et en fait, de base, je ne peux pas relier ce qui se passe dans le résultat de la promesse avec ce qui se passe avant, autour. Et donc ça, vous doutez bien que ça a embêté les gars de AngularJS et d'Angular. Et donc en fait, ils ont inventé Zone.js qui va wrapper. Vous savez qu'on peut redéfinir un petit peu la promesse. En JavaScript, on fait tout ce qu'on veut. On fait Windows, des fonctions critiques, et puis on dit ça fait plus ça fait une addition, et ça marche. Enfin, vous pouvez vraiment faire ça. Du coup, vous pouvez wrapper un peu tout, et ils se sont dit, c'est pas mal, on va surcharger le new promise pour qu'on arrive à s'injecter un petit peu au milieu avec notre zone et qu'on arrive à brancher les deux bouts. Si je vous montre ce code-là avec juste l'ajout des zones et ce petit truc de fork là, machin, voilà. Non, voilà. On a cette stack-là, il y a beaucoup de choses, mais je vois que j'ai throw_error, j'ai bar, et tout en bas, j'ai foo.
Donc la zone, en fait, c'est un contexte d'exécution qui permet justement de brancher les bouts, qui demande de patcher des choses qui viennent de Node. Du coup, leur stratégie, c'était ça. C'est trop cool. On va patcher tout et n'importe quoi. Le fetch, le message, le promise, le RxJS, tout. En fait, tout ce qui peut être asynchrone, tout ce qui peut demander justement de lancer un change detection, on va le patcher. Donc, j'ai un événement qui provient d'en bas, je remonte au DOM parent et je redessine tout. C'est cool, mais on peut peut-être l'optimiser, parce que vous doutez que si jamais je clique sur mon bouton, ce serait dommage de redessiner le conférence qui dit juste le isTitle. Par contre, le isEven, je veux bien que lui soit redessiné. Donc pour ça, on a une stratégie qui a une feature cachée, moi je l'appelle cachée d'Angular, qui s'appelle le Change Detection Strategy on Push. On va lui dire, change ta mécanique de detection strategy pour te baser sur les références des inputs, sur où sont lancés les événements, ou sur est-ce que tu as du RxJS dans ton template de ce composant-là. Ce qui permet en fait de ne pas redessiner certains composants qui n'auraient pas à être évalués en disant, voilà, typiquement dans le cas suivant, je réouvre mon exemple, et là ce coup-ci en fait la seule différence que j'ai par rapport à avant, c'est que j'ai fait en fait le Hello DevFest Toulouse, je l'ai mis dans un composant qui s'appelle le app header. Et en fait, lui, il n'y a plus de pipe. Il va vraiment appeler une fonction qui va retourner DevFest Toulouse, la chaîne de caractères. En fait, en faisant ça, ça me permet de savoir à chaque fois qu'il redessine le DOM. En fait, parce que quand il va redessiner le DOM, il va passer dans cette fonction-là. Donc title refresh, ça marche bien. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais retirer le onPush et on va voir justement l'utilité des pipes, pourquoi j'avais mis un pipe avant. Là, je vois juste sur l'initialisation, il a appelé ma fonction 4 fois, alors que la valeur de retour n'a jamais changé. Je clique, à chaque fois, il l'appelle 2 fois. En fait, il l'appelle pour le counter et pour le isEven qui se met à jour. Alors que dans mon app header, j'ai que cette conférence-là, cet appel à cette conférence, tout le reste, c'est sorti sur un autre composant qui est au même niveau du parent. Donc, j'ai aucune nécessité d'aller redessiner app header. Si jamais je mets onPush, comme j'ai aucun paramètre qui change de référence ou que les événements ne proviennent pas du composant qui a onPush, et en fait, je ne rappelle pas cette fonction-là un nombre de fois beaucoup trop grand. Oui, je veux bien quitter. Voilà. Je vous invite... Alors, il y a plein de S-Lint Angular qui sont cool. Nous, en fait, typiquement, les onPush, ce genre de choses, on les met obligatoires par défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais, donc de base, on n'est pas en onPush quand vous faites de l'Angular. Si vous êtes en onPush, le seul effet problématique que vous allez avoir, c'est si jamais vous passez des inputs sur lesquels vous ne modifiez pas la référence quand vous faites un changement. Typiquement, vous passez un tableau en input, et dans le parent, vous faites la modification de l'objet qui est en deuxième position dans le tableau. Là, du coup, onPush ne va pas le voir et vous n'allez pas redessiner votre DOM. Si par contre, vous faites du changement par référence, c'est-à-dire pour faire de la suppression dans un tableau, vous faites un filter, vous ne faites pas du slice ou autre. Si jamais du coup vous utilisez des librairies comme Immer ou du coup une autre c'est Immutable, mais je vous invite à utiliser plutôt Immer. Dans ce cas-là, je vous propose de jeter un œil à notre plugin qu'on a fait, qui du coup pousse en fait les paramètres à être optimisés déjà de base. Donc le linter va râler si jamais vous n'utilisez pas les règles qu'on a définies. Donc voilà pour Angular. Ce qu'on peut noter sur Angular, c'est que là, du coup, j'ai eu besoin quand même de faire un linter pour pousser aux bonnes pratiques avec un paramètre qui n'était pas par défaut enable. React. Bon, alors React. Cool. Je ne sais pas pourquoi je l'ai lancé celui-là. Voilà, ça marche. D'accord. Ils marchent tous. Ils marchent tous très bien. C'est celui qui est après qui est intéressant. On fait la même chose ce coup-ci. On met le header à l'intérieur d'une fonction, enfin d'un composant, quoi. Et en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, à chaque fois que je vais incrémenter, malheureusement, je redessine le header. Et là, pour le coup, il n'y a pas de onPush, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, sur un des premiers tweets, vous avez
c'était Rich Harris qui disait on redessine le monde avec React. En fait, ce qui se passe, c'est que React, vous avez une fonction qui s'appelle setState que vous donnez au développeur. C'est-à-dire c'est lui qui décide quand il redessine son DOM. Et en fait, il va redessiner le DOM et tous les enfants du composant sur lequel il est. Et tous les useMemo, useState qui vont venir comme API, qui va venir un petit peu au-dessus, vont vous permettre d'écrire en déclaratif justement des choses réactives, comme ça. Là, isEven, c'est un useMemo, et en fait, à chaque fois que counter va changer automatiquement, je vais remettre à jour isEven. Derrière, j'ai quand même un setState qui est lancé à chaque fois, et du coup, je redessine le monde. Pour autant, ça marche. Alors, voilà, là, du coup, est-ce que React, c'est réactif ou pas? Donc on a Rich Harris qui met les deux pieds dans le plat, il dit React c'est pas très bien trouvé comme nom pour React. Et Ryan qui explique déjà un peu plus, si on suit les paradigmes de la réaction la programmation réactive, c'est vrai que React ne suit pas vraiment le cahier des charges. Et même dans la doc qui est maintenant dépréciée de React, vous avez un petit paragraphe où il disait à demi-mot, oui on sait, mais voilà. On revient à Misko. Misko, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, alors les avantages du value-based, qu'on a vu avec Angular et React, c'est que ça marche. Ça marche, donc c'est top. C'est aussi très dur de tomber de ce qu'il appelle la reactivity cliff, donc de tomber de la falaise de la réactivité. En fait, alors ça, faut se mettre dans sa tête. Hein. Il a bossé pendant dizaines d'années sur justement ce genre de framework. Quand vous faites de la réactivité, moi je le vois un petit peu comme un domino. Vous poussez un domino et puis tout s'enchaîne bien et boum, vous redessinez votre page. Si jamais il y a un domino qui tombe à côté de l'autre, ça se passe mal. Et c'est ça qu'il entend derrière tomber en dehors tomber du haut de la cliff. Donc avec le value base, c'est très facile d'avoir les dominos qui s'enchaînent très bien. C'est très facile à expliquer, d'accord? De dire on compare avant-après, si jamais c'est pas pareil, on marque dirty et puis il y a un truc qui va redessiner la page. Dans le cas de React, c'est l'utilisateur avec son setState, le développeur avec son setState. Les points négatifs, c'est qu'on va avoir des problèmes de performance, vous avez vu avec Angular. Et dès qu'on va essayer de l'optimiser avec le fameux on-push, etc., là, par contre, la reactivity cliff, elle est beaucoup plus présente et c'est dur de ne pas en tomber. Donc, on va regarder d'autres approches. Les observables. Alors, les observables, c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de développeurs Angular ici. Vous êtes tous familiers avec EricJS, d'accord? Ouais, vous faites tous du toPromise dès qu'il y a un observable qui arrive. Ok. Alors, les observables. Grosso modo, je suis abonné à un magazine de chasse et pêche et toutes les semaines, je reçois mon chasse et pêche, d'accord? C'est vraiment, je suis abonné à un flux et je récupère ce qui sort du tuyau, ce qui arrive dans la boîte aux lettres à un certain moment. C'est asynchrone, un observable, d'accord? Donc là, je suis sur quelque chose d'async. Là, ici, je vous ai remis l'exemple du début avec A0, A1 et A2 en EricJS. Et j'arrive en fait à créer des variables comme ça qui sont réactives. C'est-à-dire que A2, automatiquement, dès que A1 ou A0 va avoir une nouvelle valeur qui va être pushée, donc va changer de valeur, automatiquement, en étant abonné à A2, en fait, je log mes valeurs qui changent exactement comme dans l'exemple de Lampart d'Excel. Voilà. Et il y a Svelte en fait, qui marche avec des observables sous le capot. Je vous ai mis l'exemple de Svelte, pareil. Et là, du coup, c'est pareil, j'ai fait le test de se dire, ok, le conférence, là, c'est une fonction. Bon, c'est pas très mal indenté, mais je suis censé appeler titleRefresh, pareil, à chaque fois que je vais redessiner mon conférence. Et vous avez noté que je n'ai même pas pris la peine de faire un composant enfant. Je suis au même niveau. Et en fait... Donc je l'ai là, title refresh. Si jamais je clique, je suis déjà optimisé de base. Donc ça a l'air mieux de ce point de vue-là. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est, je vais la rouvrir, pardon, désolé, j'ai oublié, on va prendre le code, puis en fait on va voir ce qu'il en fait de ça. Tac, parce que si je le ferme. Et
Tac. Donc ça c'est cool. Angular, ils ont sorti leur plateforme aussi de dev où on peut poker du code. Ah non, ça par contre c'est ballot. Oui, ok, d'accord, je suis pas complètement... J'ai fait le changement dans le train et en fait, je suis toujours en TypeScript. Ah oui, d'accord, c'est l'exemple sur la slide qui est passé en JavaScript, mais sous le capot, je suis toujours en TypeScript. Voilà. Il accepte pour le petit Play Tools, là, le sandbox, il faut être en JavaScript. Donc j'ai pris le code, je l'ai mis comme ça en JavaScript, et en fait, ici, je peux voir ce qui me sort à partir de ce code-là. Il faut savoir que Svelte, c'est un compiler de code JavaScript. Et donc, Rich Harris, il s'est autorisé des petites choses. Typiquement, en fait, sur mon code, je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé très vite, mais en fait, le EasyEvent, j'ai mis un $ de point devant, qui existait en syntaxe JavaScript, je ne sais plus, c'était pour faire des annotations, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un truc, grosso modo, il a dit, bon, ça, il n'y a personne qui l'utilise, on va pouvoir le détourner. Et en fait, en faisant ça, on crée un observable. EasyEvent devient un observable. Et c'est pour ça que Evan You disait ouais, mais c'est du Svelte script, c'est plus du JavaScript, finalement on change toutes les règles, etc. Ce qui est intéressant en fait là, c'est que un peu comme Angular, on a nos fonctions là qui créent tous les éléments, et on a une fonction P. Alors je vais vous grossir quand même parce qu'on ne voit pas. On a une fonction en fait P qui est pareil, qui prend le fameux CTX, le contexte, et qui va en fait appeler les set data avec les valeurs. Donc, en plus, c'est sympa, il m'a mis les petits commentaires de code là pour me dire ça c'est ton counter, parce que CTX0, il faut savoir que c'est le counter, et EasyEvent c'est CTX1. Et en fait, le set data, c'est ce qui va justement faire le text content égale la nouvelle valeur. Donc notez là, le seul truc c'est qu'elle s'appelle P, voilà, pour gagner de la place. Et donc Svelte sous le capot, comment ça marche? Alors, on va appeler, je ne l'ai pas montré, mais on l'avait aussi dans le code source, on a une fonction qui s'appelle invalidate, qui va être appelée du coup quand on a une modification sur une des variables qui va justement avoir besoin d'être dessinée. On va passer donc dans tout ce bloc-là, ce qui est intéressant, c'est plus à gauche, j'ai simplifié un petit peu. On appelle invalidate, on marque le component comme dirty. On schedule un update. Donc on schedule un update. Bientôt un jour en A5, parce que c'est de l'observable, et ben du coup en fait on va avoir l'update qui va se lancer, qui va lancer la fonction update et qui va appeler la fonction P avec justement le CTX là, avec les nouvelles valeurs, et on retire le tag dirty en disant c'est bon, celui-là il était redessiné. Sous le capot ça marche comme ça, Svelte. Les avantages et les inconvénients de l'approche observable. L'avantage, c'est que c'est extrêmement performant, les observables. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la personne qui a fait, j'ai plus le nom là, comme ça, la personne qui a fait EricJS, en fait, du coup, s'amusait à essayer de migrer plein d'applications en utilisant EricJS, et à chaque fois, en fait, il divisait la taille du bundle par 5. Enfin, c'était assez hallucinant. C'est vraiment très, très performant. Les points négatifs, c'est que, alors, déjà c'est A5 et en UI on n'aime pas tout ce qui est A5. Nous on a envie d'accéder à la value, on n'a pas envie d'accéder à un truc qui me donne la value si jamais je m'abonne, de machin. Là, tous ceux qui ont commencé à faire du EricJS il n'y a plus très longtemps ou qui se souviennent de quand ils ont commencé, étaient tous à essayer de voir mais je veux la valeur qui est dedans, moi je veux pas l'observable. C'est compliqué à expliquer. Je vous ai parlé d'abonnement à chasse et pêche, d'accord? Enfin, j'ai pas fait ça quand on était dans le value based. Il faut s'abonner. Et encore pire, il faut se désabonner, parce que si on ne se désabonne pas, on a de la fuite mémoire qui se passe. Et là, on est dans un framework, d'accord? Donc on n'est pas... Enfin voilà, il faut vraiment se désabonner, quoi, parce que c'est pas genre une petite erreur de développeur. Donc on arrive au signal base, qui est la dernière façon de faire de l'observable, de faire de la réactivité. Donc là, en fait, bon, il se mouille pas trop, mais il dit en fait, c'est un bon parallèle, en fait, c'est de dire que les signaux, c'est une façon synchrone de faire des observables sans abonnement et unsubscribe, sans désabonnement. Donc il y a Vue qui fonctionne comme ça depuis Vue 3. Donc Evan You, en fait, il s'est dit, eh ben, en fait, on va faire des accesseurs justement sur mes objets. Alors soit je fais des reactive objects comme vous avez à gauche, soit je fais des références comme vous avez à droite. Dans les deux cas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va surcharger le get et le set de façon à mettre dans le get un track qui permet en fait de dire à tel endroit
on essaye d'accéder à cette valeur. Et dans le set, un trigger qui dit, bah, tiens, on a mis à jour cette valeur-là. Le track, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter dans une map de weak map, dans le détail, mais dans une map, il va ajouter tous les endroits où on est abonné, un petit peu comme ce que faisait AngularJS là, avec à chaque fois que j'avais les doubles moustaches ou les watch. Il va dire, bah, tiens, dans cette map-là, on trouve les endroits justement où on cherche à accéder à des valeurs dynamiques. Et dans le trigger, et ben, en fait, on va dire, bah, va chercher dans la map justement cette chose-là et exécute l'effect. Et en fait, bah, en faisant ça, on a créé des objets réactifs. Ce qui fait qu'en fait, en Vue, on peut écrire du coup ce watch effect avec le a2.value. Alors pour accéder à la valeur d'une référence en Vue, on fait .value. Vous verrez qu'avec les signaux, c'est un petit peu différent. Mais l'idée est la même. Et pour mettre à jour, et ben en fait, je fais a0.value égale, et du coup, c'est comme ça que je fais mon set. Donc là, vous l'avez en mode watch effect, mais vous pouvez l'avoir en déclaratif avec le computed. Et là, en fait, on retombe sur la même syntaxe que le use memo qu'on avait en React, etc., et qui est aussi du coup une syntaxe qu'on retrouve avec les signaux. Et voilà, on a fait quelque chose des objets réactifs, et on sait écouter à chaque fois qu'ils changent. C'est pas comme ça que ça marche à l'intérieur de Vue pour le redessiner du HTML. Mais ce que nous dit Evan Yu, il nous dit, en fait, ce principe-là, on pourrait typiquement mettre des watch effects autour des éléments d'HTML pour savoir à chaque fois que count change, par exemple, eh ben, on va mettre à jour le bon inner HTML en suivant la même logique. Et donc, si jamais on ouvre l'exemple de Vue, roulement de tambour, est-ce qu'on va appeler alors c'est pas title is mounted ou je sais pas quoi là, c'est header is mounted. Mais est-ce qu'on va l'appeler à chaque fois qu'on clique sur le bouton, à votre avis? Ouh, ça fait dodo. Ah, en plus, il y a du CSS sur celle-là. Et ben en fait, la magie du signal, c'est que on peut effectivement juste voir le changement au niveau où il a été fait. Et donc, on a header is mounted qui a été appelé qu'une seule fois quand on clique dessus. Là aussi, on a une performance qui est correcte, qui marche bien. De toute façon, à partir de Svelte, on est passé dans l'optimiser, vous avez bien compris. Et du coup, maintenant, on ne va plus appeler ce fameux title refresh pour rien. Solid, je vais le passer très rapidement. Il y a des développeurs solides ici ou pas? Ouais, désolé. C'est pour gagner un peu de temps. Mais en fait, alors... Spoiler alert, ça marche. Si jamais vous exécutez ce code-là en cliquant ici, encore une fois, récupérer les slides, jouer avec, c'est tout sur du StackBlitz, vous avez compris. En fait, je ne vais pas rappeler conference call à chaque fois que je clique sur le bouton, ça va marcher automatiquement. Et alors, vous pouvez aussi vous amuser à aller sur le playground, mais là, pour le coup, le output JavaScript, j'ai rien compris. J'ai essayé de me dire, ah ouais, ok, ça marche comme ça. Et là, ouais. Mais ça marche. Et en plus, vous pouvez faire du JSX avec Solid, parce que c'est natif. Donc voilà. Encore les conseils de Papa Misko. Et Papa Misko, ce qu'il dit, c'est que on est très performant. On a une performance qui vient avec l'API. Il n'y a rien à rajouter dessus. C'est synchrone. Et ça, pour lui, c'est la vie. Enfin, c'est synchrone, quoi. C'est trop bien. On peut dire, je veux la valeur, et on l'a. Par contre, le désavantage, ce qu'il faut en trouver un, c'est qu'en fait, on a plus de règles que le premier, le value-based. On a des règles qui viennent avec l'API et il faut suivre ces règles-là. Quand vous faites le framework, hein, d'accord ? En tant qu'utilisateur développeur, vous apprenez comment marche l'API et vous l'appelez. Angular. On va finir avec Angular. Il me reste 5 minutes. Donc, vous vous souvenez, Angular, on était dans la zone là, avec tout qui est patché de partout. Et ce que nous dit Matteo Collina, qui est un des... il est Technical Steering Committee Member de Node.js. Donc, c'est pareil, il pèse. En fait, j'ai mis que des gens qui pèsent beaucoup plus que moi pour être crédible en face de vous. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si vous commencez à monkey patcher des outils,
Si jamais ça commence à couiller quelque part, c'est de votre faute. Parce que vous avez redéfini les règles d'un outil qu'on vous a donné. Et donc, voilà, vous êtes on your own. C'est à vous de vous débrouiller avec ça. Et ça, en fait, chez Google, ceux qui ont fait Angular, ils le savaient très bien ça. Ils savaient qu'en faisant ça, ils solutionnaient un problème, ils faisaient quelque chose qui marchait. Mais ils étaient tout seuls dans leur coin pour ça. Avec l'avènement de Signal, des observables, etc., la core team, ils se sont dit, il va falloir qu'on prenne un virage. Angular, c'est un paquebot, et il va falloir qu'on arrive à le faire tourner. Surtout que je ne les ai pas mis, mais les nouvelles adoptions d'Angular, si vous regardez toutes les courbes des JS Survey, etc., vous voyez qu'Angular, ça a plutôt tendance à descendre sur les nouvelles adoptions. Il fallait qu'ils changent. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils se sont dit on va demander à la communauté. Donc ils ont fait en fait un RFC où ils ont dit voilà, on a envie de changer notre réactivité interne. Discutez avec nous pour savoir un petit peu ce qui serait bien, ce qui serait pas bien. Et en fait, ils ont posé des règles. Ils ont dit ok, il faut que ce soit glitch free, il ne faut pas qu'il y ait des moments où en fait le isEven, je vais le chercher avec un counter qui est à 2 et en fait on me donne 1. Il faut que ce soit, si possible, synchrone. Du moins, il faut que je puisse, de façon synchrone, aller chercher ma donnée dans l'UI. Ils ont mis une liste et ils ont dit on va considérer améliorer Zone.js, pourquoi pas. Faire un set state façon React, pourquoi pas. Je pense qu'ils ne l'ont pas évalué très, très longtemps, celle-là. Les signaux, avec les yeux qui brillent. RxJS, c'est vrai que pour le coup, l'observabilité, on a vu que c'était un good fit, et en fait, on a déjà RxJS dans le framework. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Du coup, Svelte et les proxys, Vue, en fait, grosso modo, ils se sont dit, ok, il y a ça qui se fait sur le marché, on va tout poker. Et en fait, RxJS, ils l'ont écarté parce que vous pouvez avoir certains glitches. Je vous ai mis un code RxJS là, où en fait, vous essayez d'avoir la valeur de isEven. Et en fait, selon comment vous allez monter votre truc, vous allez potentiellement avoir la bonne valeur, mais entre-temps, vous allez avoir une valeur intermédiaire qui, elle, est à jeter. Donc, ils se sont dit, on va partir sur les signaux. Donc, ils ont wrappé l'API Signal pour pouvoir l'appeler comme eux l'entendaient. Donc, vous faites un nouveau signal en faisant un égal signal ici. Vous appelez sur le signal la méthode set pour mettre la nouvelle valeur, la méthode update pour prendre l'ancienne valeur et lui affecter quelque chose, et le retour de cette fonction-là vous donne la nouvelle valeur. Et as read-only si jamais vous voulez le donner en mode read-only. Et voilà, simplement pour avoir soit je fais mon set, soit je fais mon update. Il y avait mutate qui existait en version 16, ne l'utilisez pas, et elle est dépréciée parce qu'elle demandait en fait de redéfinir l'égalité des valeurs qui étaient sous le capot, et grosso modo les signaux ne les utilisez pas en Angular 16 parce que c'est assez buggé. Là ils ont mis as stable toute l'API sauf le effect. Donc, le effect on va y venir après. Donc là c'est pour vous montrer les computed qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait vu avec le useMemo et aussi avec Vue. Et voilà, l'effect il permet en fait de faire une fonction tierce, un tierce party quand j'ai quelque chose qui change. Donc de déclencher quelque chose. Et ça en fait, pour eux, ça va être extrêmement utile pour redessiner justement la vue et l'UI. C'est là-dessus qu'ils vont se reposer. Ça, l'API, c'est pas encore stable le effect chez eux, donc je vous encourage, ça va bientôt l'être, mais à ne pas encore trop utiliser les effects pour le moment. Il y a très peu de chances qu'ils changent les façons de les écrire. Ils ont juste 2-3 choses à régler là-dessus. Et j'aurais adoré vous dire qu'avec la version 17, on pouvait faire ça et ça marche. Malheureusement, ça sera dans la 17.2, 3, 4, je sais pas, 18 peut-être. De toute façon, ça sort tous les 6 mois. Donc très prochainement, ce qui a été décidé par le RFC, c'est que dans votre décorateur de components, vous rajoutez signal true. Et du coup, vous pouvez utiliser les signaux. Déjà, ça, vous pouvez le faire sans avoir le signal true. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le signal true, le composant n'utilisera plus Zone.js pour son cycle de detection change. Il se basera exactement comme ce que vous avez vu avec Vue et Solid avant.
Comme on a RxJS, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. On n'a pas envie de retirer RxJS. Si vous faites du HTTP call, du fetch, du machin, vous récupérez quelque chose d'asynchrone. Donc ça, c'est toujours des observables. Mais vous pouvez faire tout signal autour pour récupérer cette valeur en signal. Donc je vous invite à utiliser plutôt des signals dans la vue, dans la partie components sur votre vue, parce qu'on va être beaucoup plus performant. On va savoir quoi redessiner au bon moment. Et vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, convertir un signal en observable. Merci. Je vous ai mis toutes les références, du coup, vraiment, ça c'est beaucoup plus intéressant que le talk en lui-même. Je vous invite à aller les regarder. Vous pouvez m'exploser sur le coup du pain au chocolat ici. Et voilà, pour les questions, je reste un petit peu à côté, ou dehors plutôt, pour ne pas gêner ceux d'après. De toute façon, c'est l'heure du repas. Et les sociaux, pour me poser des questions et tout, j'y réponds et tout. Merci.